Salut, ici c'est Baptiste de la chaîne YouTube Parlons Histoire, et si je suis sur la chaîne de Télécrayon, c'est pour vous parler du Grand Feat, un ensemble de vidéos publiées par différents vidéastes comme Télécrayon, moi-même, Un Instant, Poisson Fécond ou encore Alteris, et qui abordent les vastes sujets que sont Alexandre le Grand et la Macédoine. De plein de manières différentes et toutes aussi passionnantes les unes que les autres. Salut tout le monde, moi c'est Maxime de la chaîne Un Instant, et accessoirement, c'est moi qui suis à l'origine de ce projet de Grand Feat. Vous allez le voir, ça va être très cool, on a plein de choses surprenantes et super intéressantes à vous raconter sur l'incroyable épopée de votre Macédonien préféré. Et oui, et si Alexandre le Grand est mondialement connu, c'est parce qu'il a renforcé le panhellénisme et a permis son expansion dans le monde oriental. Mais dis-moi Télécrayon, c'est quoi le panhellénisme en fait ? Le panhellénisme, c'est la volonté d'unifier tous les peuples grecs en une seule nation. Et à l'époque, la civilisation grecque c'était un petit peu la seule civilisation occidentale. C'est donc à la fois une personnalité du monde grec, mais aussi du monde occidental, auquel nombre de pays européens peuvent se référer. C'est tout ? Et oui, avant les guerres médiques, les cités grecques avaient tendance à se faire la guerre entre elles. Elles étaient totalement en concurrence et indépendantes, on parle de l'époque archaïque. C'est durant cette époque qu'elles vont commencer à installer des colonies en Méditerranée pour pallier au manque de ressources sur place. Parmi les cités grecques, on compte celles de l'Ionie. Elles sont 12 et vont former une alliance pour se protéger et commercer. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, l'Empire perse augmente petit à petit son influence. Les cités ioniennes situées en Anatolie vont être sous son influence. Et ce qui devait arriver, arriva. Une des cités va finir par se rebeller et contester l'influence perse. Je vais pas entrer plus que ça dans les détails, surtout que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. On parle de la révolte de l'Ionie. Les cités grecques vont devoir demander l'aide d'autres cités grecques pour se défendre. Quelques années après la révolte, cela donnera lieu à une véritable guerre entre les cités grecques et l'Empire perse. On appelle cela les guerres médiques. Les Grecs vont réussir à arrêter les avancées perses grâce à leur union, mais ils seront par la suite influencés par leur culture. On entre à partir de moins 480 environ dans une nouvelle période, la période classique. Évidemment, l'alliance des cités grecques ne va pas rester intacte et va provoquer des rivalités en son sein. Deux cités vont vivre une sorte de guerre froide, Athènes d'un côté et Sparte de l'autre. Ces deux cités avaient bien mis à contribution leurs armées pendant le conflit. Athènes va créer la Ligue de Délos et Sparte la Ligue du Péloponnèse. En gros, chaque cité veut créer une ligue pour unir autour d'elle le plus de cités grecques. Dans cette période classique, la notion de panhellénisme est donc très importante. Et la Macédoine dans tout ça. La Macédoine, c'est un petit royaume situé au nord du monde grec. On y parle le macédonien, dont on a trop peu de sources pour savoir si c'est une langue cousine du grec ou un dialecte. Ce petit royaume est finalement très loin de toute l'agitation du panhellénisme. Pendant les guerres médiques, il est même l'allié de la Perse. C'est pour dire. La rivalité entre Athènes et Sparte va conduire à une série de guerres entre les deux cités et les Perses vont même intervenir, n'hésitant pas à aider une cité plutôt qu'une autre et à retourner leur veste si l'une d'elles commence à avoir une trop grande importance. Pour la Perse, le plus important c'est de diviser les Grecs pour mieux régner. Et la Macédoine, en restant isolée de tous ces conflits, va pouvoir se développer tranquillement. On arrive donc en moins 338. Philippe II est déjà le roi de Macédoine depuis quelques années, il aurait restructuré l'armée, même si on manque de sources à ce sujet. Le principal travail de Philippe II, ça a été de développer l'hégémonie de son royaume dans le monde grec. Cette année, ses armées gagnent une bataille contre une coalition de cités grecques qui justement commençait à s'inquiéter. C'est la bataille de Chéronée. Et l'année suivante, la Macédoine arrive à créer une ligue, la Ligue de Corinthe, dans laquelle on trouve de nombreuses cités grecques, dont Athènes. Sparte serait isolée. Le but de la Macédoine, et en particulier de son roi Philippe II, est d'utiliser le discours du panhellénisme pour créer une union et pouvoir s'en prendre à la Perse. Donc il est assez difficile de savoir si l'union a été créée pour attaquer la Perse, ou si l'excuse d'attaquer la Perse était une excuse pour que la Macédoine puisse avoir une hégémonie sur le monde grec. En tout cas, l'union était là, les armées étaient prêtes, et Philippe II se fait assassiner en moins 336, il meurt et tous les projets tombent à l'eau, la Grèce restera comme telle et c'est fini. Bon, Alexandre III, le fils de Philippe II, va monter sur le trône. Sauf qu'il n'a que 20 ans. Quand on arrive jeune sur le trône et qu'on n'a aucune expérience dans le monde du pouvoir, c'est difficile d'être pris au sérieux. Être pris au sérieux dans son pays, c'est une chose. Être pris au sérieux au sein d'une coalition de plusieurs pays, c'en est une autre. Athènes et Thèbes, les deux cités parmi les plus puissantes de la coalition, décident de quitter la Ligue de Corinthe. Alexandre III est donc dans une situation délicate. La première chose qu'il va faire, c'est de faire exécuter ses rivaux pour empêcher toute révolution de palais et prouver que son pouvoir est stable, ce qui va rassurer les cités grecques. Thèbes et Athènes vont donc rester dans la Ligue. Pour Alexandre III, son pouvoir n'est pas encore bien en place. Il faut qu'il fasse ses preuves. La succession a mis un peu de désordre en Macédoine et certains pays voisins ont voulu en profiter.
Alexandre part au nord pour consolider la frontière et arrêter les escarmouches des barbares. Pendant qu'il est au nord, il apprend que les Illyriens tentent de se rebeller. En moins 335 a lieu le siège de Pélion. Contre ces derniers, Alexandre III s'en sort vainqueur. Mais pendant ces guerres, qui ont permis de consolider les frontières extérieures du monde grec, des cités de la Ligue de Corinthe ont reçu des financements de la part de Darius III, l'empereur perse. Et ces financements ont permis des révoltes comme celle de Thèbes. Alexandre III intervient de suite et demande à Athènes et Sparte de ne pas venir en aide à Thèbes. Et c'est la bataille de Thèbes qui est gagnée par l'armée macédonienne. En punition, la ville est complètement rasée et sa population est réduite en esclavage. Désormais, les cités grecques comprennent qu'Alexandre est loin d'être gentil et qu'il faut éviter de lui mettre des bâtons dans les roues. Alexandre ferait une petite tournée en Grèce pour visiter les différentes cités, consolider l'alliance militaire et prévenir qu'il faut être sympa avec lui. Antipater est placé à la tête des armées en Grèce européenne, pendant qu'Alexandre partira en expédition asiatique. En moins 334, Alexandre et son armée arrivent en Asie. Il passe symboliquement par Ilion, qui serait le lieu de la légendaire cité Troie. La Perse intervient pour protéger sa frontière. C'est la bataille du Granique qui se déroule sur la rivière du même nom. Durant cette bataille, Alexandre doit combattre une présence non négligeable de mercenaires grecs embauchés par la Perse. Alexandre gagne et décide de continuer à longer la côte. En effet, sur la côte occidentale de l'Asie, on trouve de nombreuses cités grecques qui sont plus faciles à libérer. En juillet 334 a lieu le siège de Milet. Milet est un port grec qu'il est important de contrôler car il pourra approvisionner les armées d'Alexandre pour les futurs combats. Un peu plus tard, Alexandre va vers le sud et prend aussi la ville de Halicarnasse. Suite à ces deux batailles dans l'Ionie, Alexandre s'en sort victorieux mais pas totalement. Il doit continuer sa route et laisse Ptolémée prendre la relève. Alexandre continue au sud de l'Asie mineure, puis rentre dans l'intérieur des terres. Il va notamment à Egordion, où Antigone le Borgne est placé, un autre général important. Vers moins 333, cela fait plus d'un an qu'Alexandre est entré en territoire asiatique, la Perse a eu le temps de créer une grosse armée qui a pour objectif de détruire définitivement celle macédonienne. À nouveau près de la mer a lieu la bataille d'Issos. Darius III en personne sera présent. Les Perses sont bien plus nombreux mais finissent par perdre. La stratégie des Macédoniens a surtout été celle de faire fuir Darius III, ce qui a créé une confusion au sein de l'armée perse. Alexandre, quant à lui, grâce aux cités grecques dans l'Ionie et les trésors qu'elle gardait, peut sans problème continuer ses conquêtes. Le sud sera la priorité car il faut couper tout lien entre la Perse et la mer Méditerranée. La cité de Tyr est la cité qui s'opposera le plus à l'arrivée d'Alexandre en moins 332. Au contraire, les autres cités le verront plutôt comme un libérateur et seront plutôt intéressés par garder leur commerce stable. Le siège de Tyr se termine par la défaite de la cité et en punition, elle sera détruite. Des flottes de différentes cités grecques ont été utilisées durant cette bataille. Tyr était la principale cité phénicienne et alliée aux Perses. Sans elle, les Perses ne peuvent plus contrôler la Méditerranée orientale. Chypre sera ainsi facilement récupérée par les Macédoniens plus tard. Alexandre continue ensuite vers l'Égypte, il y arrive comme un libérateur. En moins 331, Alexandre est proclamé pharaon. En fait, l'Égypte est dotée d'une énorme richesse agricole et ne peut pas être laissée aux mains de n'importe qui. Alexandre préfère en garder le contrôle personnellement. La ville d'Alexandrie est fondée pour l'occasion. Ce n'est pas la seule ville portant ce nom créée pendant les conquêtes d'Alexandre, mais c'est de loin la plus importante. À ce moment-là, dans les Balkans, Antipater, qui est chargé de gérer la Grèce européenne, fait face à des révoltes provenant de Sparte. Mais Alexandre n'a pas le temps de s'en occuper et doit faire confiance à ses hommes sur place. Il retourne vers le nord, traverse l'Euphrate puis le Tigre. Son objectif est maintenant très clair, atteindre la capitale de l'Empire perse. Dans la plaine de Gaugamel, Darius III l'attend à nouveau pour une nouvelle bataille. Les Perses sont encore plus nombreux, il est difficile de savoir avec précision le nombre de combattants. Les estimations semblent considérer cette bataille comme une des plus importantes de l'Antiquité occidentale. En gagnant la bataille, Alexandre gagne aussi la guerre contre l'Empire perse. Alexandre peut ainsi rentrer tranquillement dans Babylone afin d'éviter tout litige local. Il laisse en place l'aristocratie perse. En janvier 330 a lieu la bataille des portes persiques, Alexandre désirant aller vers le territoire persan. Il arrive à encercler l'armée ennemie, puis arrive à Persépolis et fait brûler la ville. Quelques mois plus tard, il arrive à retrouver Darius III, déjà assassiné au moment où il le trouve, vers Ecbatane. C'est officiel, la conquête de l'Empire perse est terminée. Elle aura duré 4 ans, entre moins 334 et moins 330. Une fois l'Empire conquis, il faut le pacifier et notamment pacifier les frontières. Alexandre part donc pour Bactre en moins 329 en passant par l'Adrangiane. Le fleuve Yaxart, actuel Sir-Daria, est l'endroit le plus au nord de son empire. Il y fonde une ville qui servira de garnison et qui devra protéger la frontière nord. Ensuite, Alexandre part pour l'est, vers le fleuve Indus qui doit servir de frontière entre le monde perse et le monde indien. En moins 326 a lieu la bataille de l'Hydaspe. Cette bataille est célèbre pour avoir mis en avant de nombreux éléphants de guerre de la part des armées indiennes menées par Poros. Alexandre gagne mais préfère laisser Poros sur son trône.
Et oui, on peut se demander pourquoi Alexandre a laissé Poros sur son trône. On va vous donner une piste de réponse. Il est important de savoir que, au-delà de son image de grand conquérant, Alexandre a été un véritable génie politique. Son maître mot était la manipulation. En fait, Alexandre s'arrangeait toujours pour servir l'intérêt de ses rivaux afin de mieux les contrôler. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'il a fait du début de son règne en Grèce jusqu'à la fin de sa vie, où il gouvernait en roi universel à Babylone. Quand la Grèce s'est soulevée dès la première année de son règne, mis à part la cité de Thèbes quasiment entièrement rasée, aucune autre cité grecque n'a été punie. C'est le même principe pour ses conquêtes. L'administration perse, articulée autour des satrapies, est conservée et la plupart des gouverneurs régionaux d'Asie sont maintenus, comme Poros en Inde. Servir l'intérêt de ses ennemis pour s'assurer leur fidélité, voilà la prouesse du génie politique d'Alexandre. Mais ça, c'est une autre histoire. Les anciens territoires de l'Empire perse sont désormais entièrement sous le joug de l'Empire macédonien. La frontière orientale est reconnue par les royaumes indiens. Alexandre suit ensuite le littoral, difficile à longer, pour rejoindre Babylone après l'impossibilité pour lui de continuer ses conquêtes vers l'est. En moins 324, il arrive à Suse. Alexandre épouse Staïthéra, la fille de Darius III. Alexandre était déjà marié à Roxane. Ce mariage symbolique a pour but de montrer que les peuples grecs et perses sont désormais unis sous un même empire. Le problème, c'est qu'Alexandre a du mal à gérer ses armées. Une bonne partie est désormais d'origine asiatique, une autre d'origine grecque. Il y a des rivalités entre les communautés. Afin de mieux gérer l'Europe sous tension, risquant de se révolter, Alexandre prévoit aussi de remplacer Antipater par Cratère, un autre général à la tête de l'Europe. Alexandre, lui, reste dans la région de Babylone, où il accueille les ambassadeurs de différents pays frontaliers pour remettre à jour les liens diplomatiques de son nouvel empire. Nous sommes en moins 323, ça fait déjà plus de 10 ans qu'Alexandre a quitté l'Europe pour conquérir la Perse. C'est cette année qu'il commence à être malade. Il est pris d'une fièvre et en mourra 2 semaines plus tard à Babylone. Il n'avait que 32 ans. Petit problème, Alexandre n'avait pas encore d'enfant. Sa première femme, Roxane, était enceinte de lui cependant. Alexandre IV est donc né posthume. Cela engendrait de nombreuses complications de succession. Ce qui a été prévu, c'est que le grand frère d'Alexandre, Philippe III, devienne roi. Mais Philippe III était déficient mental. Voilà pourquoi il n'avait jamais succédé à son père. On a donc créé un trône commun avec Philippe III et Alexandre IV, avec le général Cratère qui les conseille. Cette mort sans succession apparente va donner place aux accords de Babylone l'année même. Les anciens généraux d'Alexandre vont donc se partager l'empire macédonien. Et la mort prématurée de certaines personnalités politiques par la suite ne va pas aider à rendre la région stable. C'est ainsi que va commencer une guerre de succession au sein de l'empire macédonien qui va durer des dizaines d'années, mais ça, c'est une autre histoire.